Salut à tous, c'est Balthazar. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la partie finale, donc la partie numéro 84 de notre petite saga sur The Witcher 2. Oh, c'est joli ça. Très très joli. Et donc oui, enfin, alors c'est vrai que putain, il y a des gens, je me dis, il y a des gens qui ont dû douter, il y a des gens, on a dû perdre un peu de gens, je vous le dis sincèrement. Et d'ailleurs, c'est un petit peu pareil pour Original Sin. Là, j'ai un petit peu laissé le truc. On va y revenir très bientôt, hein, puisque c'est l'élément que je vais reprendre juste derrière. Et je vais éviter de recommencer une nouvelle série de vidéos. Comme ça, ensuite, on sera libre. Vous voyez, parce que si à chaque fois que je recommence une nouvelle série, je la fais lancer sur 20 épisodes, ensuite, Original Sin, elle va revenir encore dans, vous voyez, dans Perpète, quoi. Donc faut pas que Witcher nous ait entraîné dans une cascade de destitution de chaque série de vidéos, hein. Donc on va reprendre Original Sin et on va la finir. Et après, comme ça, on sera beaucoup plus libre pour choisir une nouvelle série de vidéos. Et je vous informerai de tout ça en temps et en heure. Bref, ouais, je disais, je pense qu'il y a beaucoup de gens, sincèrement, qui ont dû se dire ouais, putain, le mec, il va, voilà, c'est fini, je me barre, etc., je regarde plus. Mais c'est mal me connaître, en fait, hein. Sachez que même là, StarCraft Mass Recall, qui est pourtant, on va dire, la valeur qui risque le moins de revenir, je ne l'ai pas oublié. Et il est tout à fait possible que de temps en temps, je me refasse une partie, je vous le dis quand même, hein. Et quand je dis ça, donc c'est tout à fait sérieux, hein. Et vous pourriez même, sous quelques jours, avoir quelques surprises. Je dis ça, je dis rien. J'ai encore rien, voilà, rien fait, hein, mais pour vous dire que rien n'est abandonné sur cette chaîne. Toutes les séries de vidéos ont pour vertu d'être terminées à un moment ou à un autre. Sauf si un jour j'arrête. Dans ce cas-là, bah ouais, effectivement, les séries en cours s'arrêteront par nature. Mais voyez. Donc pour vous dire, The Witcher 2, c'est la première saga qui s'est vraiment arrêtée un petit peu longtemps. Mass Effect, ça s'était arrêté un petit peu entre le 2 et le 3, mais c'était entre le 2 et le 3. Vous voyez, j'avais déjà fini Mass Effect 2 quand même, hein, voilà. Là, c'était vraiment au milieu de la saga, donc c'est, oui, de The Witcher 2, hein, au beau milieu de l'acte 2, donc on se souvient que c'était assez particulier, mais voilà. En tout cas, voilà, je suis quand même ravi d'avoir pu mener ça à son terme, ça me fait plaisir, toujours de finir une série de vidéos, hein, c'est un accomplissement, c'est toujours un petit bad, mais il y a un recommencement derrière d'une nouvelle série, donc c'est ça qui fait plaisir. Et en tout cas, on va finir ce The Witcher 2, donc on va faire face à l'étau, et mesdames et messieurs, c'est parti. Voilà, donc il y a l'étau juste ici avec Triss Merigold. C'est la fin, Yarvet. Je dois y aller seul. Pourquoi? C'est entre lui et moi. Veille sur Triss jusqu'à mon retour. Comme tu veux. Il y a une dernière chose qu'il faut que tu saches. Nilfgaard a franchi la Yaruga. La guerre est proche. Va fail, Gwynblade. Ne te fais pas tuer. Adieu, Yarvet. Si je ne suis pas de retour dans une heure, trouve Saskia et partez sans moi. Tu vas bien? Oui. Il m'a sauvé des griffes nilfgaardiennes et m'a défendu contre les troupes. Il est temps d'en finir. Yarvet attend. Je te rejoins au plus vite. Géralt, il en sait long. Je sais, Triss. C'est pour ça que je dois le voir. Sois prudent, sorceleur. Bien sûr. Voilà. Donc ça termine la quête Où est Triss Merigold. Alors évidemment, fallait pas s'attendre à des accueils chaleureux, parce qu'effectivement, rappelons quand même que, bah voilà, je suis pas allé la sauver. Mais j'espère qu'un jour elle comprendra ce que j'ai voulu faire. Il me semblait quand même que Saskia c'était beaucoup plus important en l'état des choses. Voilà, bon. Peut-être qu'elle. Je pense qu'elle a une petite rancœur. Et d'ailleurs, c'est pas peu de le dire, dans The Witcher 3, il y a des occurrences sur ça. Je n'en dis pas plus, hein, mais voilà. Donc on sait effectivement que elle pourrait peut-être un petit peu nous en vouloir. Bref, on va cette fois faire face au boss final de ce jeu, alias Leto de Guleta, qui mine de rien n'est pas en tête d'un empire ou je ne sais quoi. C'est l'agent précis qui était sur 2 tableaux et qui a fait du sale. C'est lui qui a fait vraiment le gros œuvre et qui a tué quand même 2 rois, hein, si je ne m'abuse. Donc c'est du très très lourd, hein, quand même, hein. Ton ami du temps. Ce ne serait pas la breloque du mégascope de Sheila?
J'ai remplacé le diamant, celui du mégascope avait un léger défaut, suffisant toutefois pour fausser la téléportation. Les théoriciens impériaux m'ont certifié que l'effet serait spectaculaire. Je l'ai laissé s'échapper. Tu n'as pas de cœur. Ce que lui feront les services secrets sera bien plus long et douloureux. Je n'en doute pas. Alors, prêt à poser carte sur table? Quel que soit le jeu, vient toujours l'instant où tous les joueurs doivent dévoiler leurs cartes. J'adore ce moment. Mais avant... Vodka? Alors, faut savoir que là, j'ai pas du tout envie de boire avec lui, pour l'instant en tout cas. Je bois avec mes amis, je bois déjà très peu, en fait, en réalité, je vous dis sincèrement. Et en plus, je bois que avec mes amis. Mais sincèrement, j'ai pas du tout envie de boire avec Leto comme si on était des camarades, donc pas pour moi. Je ne bois qu'avec mes amis. Et les vieilles connaissances, hein? Tu as retrouvé la mémoire? Pas tout à fait. Tu te souviens de notre première rencontre? Ouais, je t'ai sauvé la vie. Et toi, tu as été d'une de ces gratitudes. Comment aurais-je pu mieux faire? Je me suis occupé de ta compagne, Yennefer. J'ai jamais saisi ce que tu voyais en elle, mais comme on dit, gustibus non est disputandum. Solstice d'hiver 1270. Midinverne, la nuit magique. Leto disait vrai, la chasse s'était arrêtée. À l'arbre du pendu, les cavaliers spectraux choisirent parmi ceux qu'ils avaient enlevés. Yennefer était là. On ne peut tuer un spectre, seulement le chasser. Tout sorceleur sait ça. Pourtant, les cavaliers tombèrent sous les coups d'épée de nos sorceleurs. Un sang pourpre s'écoulait de leurs armures. On n'a pas pu tous les tuer. Ils étaient trop nombreux. Une impasse. Il était différent des autres elfes. Aucune honte dans son regard. Il n'avait connu ni persécution, ni massacre. Les humains ne lui avaient pas pris sa terre. Cet elfe n'était pas de ce monde. C'était un intrus. Nous conclûmes un accord. Mon âme contre celle de Yennefer. Il accepta sans hésiter. De retour parmi nous, j'ai l'impression que tu t'es perdu dans tes pensées l'espace d'un instant. Des souvenirs ressurgissent. L'arbre des pendus, la chasse sauvage. Ils m'ont pris en échange de Yennefer. Dans ce cas, jouons cartes sur table, à moins que tu ne m'aies poursuivi que pour me tuer. Alors déjà, il faut noter une chose. C'est qu'on a donné notre vie pour que Yennefer soit libérée des cavaliers. Donc ça déjà, je peux vous dire que dans une vie, c'est pas quelque chose qu'on oublie facilement. Il se trouve, évidemment, qu'on a eu ces problèmes de mémoire. Rappelez-vous bien encore d'une chose, tous ces événements se passent avant Witcher 1. C'est ce qui s'est passé quand on a suivi la chasse, qu'on a été capturé par la chasse, et que comme Yennefer et Geralt lui-même étaient capturés, on se donne pour qu'elle puisse être libérée. Donc c'est quand même un truc de fou. Bon là on peut choisir soit en finir tout de suite, soit lui poser des questions. Vous me connaissez évidemment qu'on va le questionner sur tout ça. J'ai besoin d'avoir des réponses précises. On a déjà, je pense, 90% du tableau, mais affinons tout ça. Je te poursuivais pour plusieurs raisons. Je t'ai poursuivi pour plusieurs raisons. Tu me dois des explications. Soit, je te les dois. Raconte-moi à propos de Yennefer. Yennefer, hein, qui vous l'aurez remarqué, est un fil rouge. C'est pas anodin tout ça. On sent quand même qu'ils ont voulu faire de Yennefer ce que devait être Revan dans KOTOR 3 finalement, c'est-à-dire le retour du fils prodigue, et donc Yennefer qu'on voit arriver et qu'on a tellement cherché que c'est un truc de fou. Donc raconte-moi à propos de Yennefer.
Raconte-moi au sujet de Yennefer. Que s'est-il passé après mon départ? Elle brûla de fièvre durant des jours. On croyait qu'elle ne s'en sortirait pas. Finalement, elle s'est rétablie. Mais elle était totalement désorientée, souffrant d'amnésie, comme toi. Et après? On s'est vite rendu compte que la bonne femme avait du caractère. Elle nous en a fait voir. Elle a charmé Hawks et a tenté de nous diviser. Après ton sacrifice, il aurait été stupide de l'abandonner à elle-même. Elle n'aurait pas survécu un mois. Ses gestes et son attitude étaient ceux d'une princesse alors qu'elle n'était qu'une magicienne privée de mémoire. On était en plein cœur de Nilfgaard. Tu sais, Gérard, là-bas, les magiciennes qui ont ce genre d'attitude, soit ils les éliminent très rapidement, soit ils les écartèlent sur les places impériales. J'en ai entendu parler. On la tirait d'affaire chaque fois qu'elle s'attirait des ennuis, jusqu'au jour où les services secrets nous ont emmenés. Moi, Hawks, Cérit et Yennefer. Les services secrets impériaux? On nous a séparés puis interrogés, lentement, méticuleusement, mais sans violence. C'est ainsi que j'ai rencontré Vattier de Rideau et, plusieurs semaines plus tard, l'empereur. Moi, un simple sorceleur. Et Yennefer? Je ne l'ai plus revu. L'empereur m'a envoyé en mission dans les royaumes du Nord. Pour une raison que j'ignore, Yennefer était importante aux yeux d'Emir. J'imagine que c'est elle qui les a renseignés sur la loge. Les agents impériaux ont leur méthode. Je sais juste que Yennefer était logée dans le palais sous la surveillance constante des hommes de Vattier. Ensuite, nous sommes partis assassiner les rois du Nord. Je n'en sais pas plus. Ainsi, elle se trouve à Nilfgaard. Du moins, elle y était quand je suis parti. D'accord, alors, il y a quand même des ombres au tableau, parce que de ce qu'il est en train de raconter, il était au Nilfgaard, et donc on lui a donné une mission, celle d'assassiner les rois du Nord, en fait. Et donc du coup, quel est le rôle de la loge? Alors ça veut dire que c'est la loge qui s'est fait manipuler, en fait? Parce qu'en fait, moi, je crois que Sheila, ou c'était qui? C'était Sheila, hein, qui nous disait que non, c'était Philippa Eilhart qui nous disait que Demavend, c'était voulu. C'est-à-dire que vraiment, Demavend, c'était dans leur volonté de le tuer. On est d'accord, hein. Mais alors du coup, lui, il est parti pour tuer les rois, donc il avait une volonté de tuer les rois du Nord. Peut-être qu'il avait cette volonté-là. Il arrive au Nord, et peut-être que d'un commun accord, il n'a pas les moyens, hein, parce que je crois qu'il y avait une histoire d'or aussi, hein. Voilà, il me semble bien. Donc c'est peut-être les moyens qu'il n'avait pas, peut-être les personnes à rencontrer pour pouvoir pénétrer, et par exemple quand il a tué Foltest, il s'est déguisé en moine, etc. Peut-être qu'il n'avait pas les moyens pour se positionner aux bons endroits. Peut-être que finalement, la loge a juste apporté des sous, donc les moyens, pour qu'il puisse faire son œuvre. Parce que là, il a l'air de dire que dès le départ, en fait, il a été envoyé par Nilfgaard pour faire le travail, pour tuer les rois du Nord. Donc en fait, voilà, finalement, ça viendrait plutôt de l'Empire, en fait, hein, visiblement. Quant à Yennefer, eh bien, apparemment, elle est à Nilfgaard, et moi, de ce que je comprends, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, c'est Yennefer. Alors, ça passe ou ça casse, hein. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous aimez Yennefer, soit vous la détestez, puisque on verra peut-être ça dans le 3, le jour où on le fera, hein. C'est pas pour tout de suite, je vous le dis. Mais Yennefer, c'est assez spécial quand même, hein. Effectivement, elle se la raconte beaucoup, elle la joue un petit peu princesse, elle a une grande gueule, c'est vrai, non mais c'est spécial quand même, c'est pas Triss, Triss elle est beaucoup plus douce, etc. Donc là il y a deux écoles, hein. Donc il y a ceux qui vont l'adorer et tolérer ses petits écarts, même trouver ça charmant, et puis il y a ceux que ça va saouler, hein. Donc on verra le jour où on fera The Witcher 3, et je vous dirai mon avis là-dessus. Et donc oui, avec ce comportement, donc Yennefer a attiré un peu l'attention, ils essayaient de sauver la situation à chaque fois, mais ils ont été pris par les services secrets. Et de ce que je comprends, on dirait bien que Yennefer est devenue un petit peu
la magicienne favorite de Emhyr, hein, Emhyr Vas Emrys, qui est l'empereur de Nilfgaard. Et peut-être pour des raisons très simples en fait, hein, parce qu'effectivement Yennefer a connu Ciri. Je dis ça, je dis rien. Hein, pour ceux qui ont lu la saga du sorceleur. Alors on avait eu un petit peu, je me rappelle, un élément. Pour ceux qui connaissent pas du tout les livres, il y avait eu quand même Ciri. Il y avait eu des éléments dans The Witcher 1. Mais après ça, on n'a plus réentendu parler de ça. Même dans The Witcher 2, il n'y a rien du tout qui en parle. Peut-être même un bouquin qui parle des sources, hein, mais à peine, oui, à peine ça. On parle bien de Jacques d'Aldersberg, mais absolument pas de Ciri. Il y a juste dans le 1, voilà, dans Witcher 1, à un moment donné, je crois qu'on était à l'acte 3 ou 4, je me rappelle plus trop. Et il y avait, je crois, quelque chose qui parlait de Ciri, peut-être une poésie ou je ne sais pas, mais voilà. Et donc voilà, peut-être que c'est sa connexion avec Ciri qui intéresse l'empereur, hein, plus que finalement, parce qu'il avait déjà des magiciennes, hein, donc une de plus ou une de moins, elle est très puissante à Yennefer, mais bon, je pense que ce qui fait que ça a retenu son attention, c'est parce qu'elle a connu Ciri notamment, et puis un peu plus que ça même, hein, voilà. Donc Yennefer est à Nilfgaard, très bon de le savoir. Sais-tu qui sont les cavaliers de la chasse ? Comment savais-tu où trouver la chasse sauvage ? Tout sorceleur qui porte la vipère autour du cou connaît l'endroit. Nous avions tant de livres et de parchemins au sujet de la chasse sauvage dans notre école que j'étais venu à me demander si notre destin n'était pas de résoudre le mystère des cavaliers spectres. Sais-tu qui sont réellement les cavaliers de la chasse sauvage ? D'après ce que j'ai compris, c'était de foutus elfes. Une grosse arnaque. Le légendaire présage de la guerre s'est révélé n'être qu'une fumisterie. Je t'assure qu'aucun magicien de foire ne pourrait provoquer une amnésie, et encore moins créer un cortège de spectres chevauchant dans le ciel. Éclaire-moi alors. Le phénomène de la chasse sauvage, dont parlent tant de mythes et de légendes, est un fait. J'ai personnellement tué et chassé les spectres de la chasse. C'étaient des émanations spectrales, avatars de véritables cavaliers, ceux qu'on a rencontrés sous l'arbre des pendus. Tu veux dire que des elfes t'ont emporté ? D'ordinaires raclures aussi réelles que ce monde ? Dans leur monde, peut-être sont-ils ordinaires, mais chez nous, ils sont extraordinaires. Connais-tu la théorie de la conjonction des sphères ? Sais-tu d'où viennent les monstres de notre monde ? Tout sorceleur la connaît. Tu sais donc qu'il existe d'autres sphères. Nos magiciens les plus puissants sont capables d'ouvrir des portes entre les mondes. En général, ils invoquent des monstres qu'il faut tuer après. Les elfes que nous avons vus viennent d'un autre monde. Ils n'ont pas été invoqués, mais sont venus d'eux-mêmes. C'est sûrement très difficile pour eux. Alors ils envoient leurs émanations spectrales, et ne viennent en personne que dans des cas extraordinaires. Comme pour toi et Yennefer. Mhm. Donc, ce sont des elfes venus d'un autre monde avec leurs fantômes de garde. Que te voulaient-ils ? J'ai mon idée là-dessus. Mais cela ne te regarde pas. Alors là, je suis obligé de... Voilà. Si Geralt... Non mais attendez. Si Geralt dit qu'il a une idée là-dessus, moi, en tant que, finalement, interprète de Geralt, je peux vous dire quelle est mon idée là-dessus. Alors, on est d'accord, hein ? Bah, s'il a son idée là-dessus, il la révèle pas. Donc s'il la révèle pas, c'est que c'est un élément qu'il y a dans The Witcher 3, on est d'accord. Hein ? Et alors évidemment, là, ça va rappeler un petit peu ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que là, il a une idée, mais il ne veut pas en parler. Donc évidemment, c'est quelque chose dont il se souvient sans doute, un petit peu, même si c'est très vague, puisque ça fait suite, hein, vraiment c'est canon, hein, par rapport à la saga du sorceleur, hein, c'est pas la série de jeux vidéo The Witcher est bel et bien la suite directe, hein, de la saga du sorceleur, puisque ça commence à partir du moment où on le croyait mort, etc. Voilà. Hein, donc c'est très important. Donc évidemment que moi, je pense... pourquoi ils sont venus en personne ? D'habitude, pour sans doute économiser les ressources, l'énergie, je ne sais quoi, ils viennent juste sous forme spectrale. Hein. Et finalement, récemment, ils sont venus en personne pour récupérer Yennefer et Geralt. Pourquoi ? Donc là, c'est la demande de Leto, et Geralt lui-même dit « J'ai ma petite idée, mais ça ne te regarde pas. » Ma petite idée à moi, c'est que les cavaliers s'emparent de Yennefer et de Geralt pour une seule personne en réalité.
Ciri, voilà, c'est la seule explication, puisque Geralt et Yennefer ont connu Ciri dans la saga du sorceleur, la chose que vous n'avez pas lu pour certains, mais voilà. C'est la seule explication logique, en plus Émir est dans le coup, et donc on sait que dans le bouquin aussi il y avait une relation quand même assez particulière avec Ciri, hein. Pour ceux qui n'ont pas lu, on ne va rien révéler. Donc voilà, hein, c'est quand même assez important. Et voilà, il ne veut pas le révéler parce que Ciri, c'est une personne qu'il considère limite comme sa fille. Il n'a pas envie d'en parler à Leto, voilà, tout simplement. Mais évidemment que les cavaliers ont l'air de venir intrigués par quelque chose. Ils viennent en personne parce qu'ils ont senti quelque chose. Et Geralt et Yennefer sont presque quelque part les personnes les plus proches de la personne peut-être qu'ils recherchent. Hein. Rappelons qu'ils essayent de trouver des enfants de 11 à 15 ans ou un truc comme ça. Donc est-ce qu'ils ne chercheraient pas Ciri? Aux dernières nouvelles, Ciri c'est une gamine de 11 à 15 ans. Hein, on ne sait pas, elle a peut-être grandi depuis, mais voilà. Et ouais, donc c'est quand même intéressant. Hein. Pourquoi es-tu un espion de l'Empire? Pourquoi un sorceleur a-t-il accepté de tuer des humains pour d'autres humains? Pour l'empereur, Gérald. Ce n'est pas un simple humain. Les souverains du Nord peuvent tout au plus lui cirer les bottes avec leur trogne. Pourquoi? Il a promis de reconstruire l'école de la Vipère, l'ordre des sorceleurs où j'ai été formé. Les écoles de sorceleurs ont péri il y a longtemps dans le sud, et les sorceleurs sont devenus des bannis interdits de séjour dans la plupart des bourgs. En dehors d'Oaks et Cérit, je connais encore 2 sorceleurs de l'école de la Vipère. J'ignore où ils sont, je ne les ai plus vus depuis des lustres. Ils pourront enfin arrêter de se cacher, revenir à la maison. Pourquoi m'attendais-tu? Pourquoi m'attendais-tu? Je savais que tu viendrais, que tu me poursuivrais. Je n'ai pas l'intention de me cacher. Tu sais tout sur moi et sur des personnes dont la parole n'a plus d'importance. Je ne t'ai jamais considéré en ennemi. Je veux continuer ma route. S'il me faudra me battre, il en sera ainsi. Mais cette histoire se termine ici et maintenant. À quoi tout cela devait servir? Quel était le but final? Quel était le but ultime? Tuer autant de souverains que possible, faire porter le chapeau aux magiciennes, déclencher le chaos, préparer le Nord à l'invasion. Et tu sais ce qui m'amuse le plus? Le terrain était très propice. Peu importe l'issue de la guerre, tous ces protagonistes vont s'accuser, chercher la vérité, se venger et se disputer encore longtemps. Comme disait ton ami Jasquier, le Nord ressemble à un bordel en flammes. Explique-moi autre chose encore sur les régicides. Comment as-tu pris contact avec Sheila? Comment as-tu pris contact avec Sheila? Lorsque j'ai su pour la loge, ça a été assez simple. Au début, elle observait le moindre de mes mouvements. J'ai pas un physique de marquis et si je le veux, chacun, tôt ou tard, me prend pour une grosse brute. Je rôdais autour de Sheila. J'ai tué quelques bestioles pour elle. Je me plaignais de mon malheur et de l'injustice de ce monde. J'ai aussi veillé à avoir quelques témoins choisis pour faire le lien entre nous, une sorte de garantie. Parallèlement, je me préparais pour l'attentat sur le souverain de Kovir. Au début, la première victime du mystérieux assassin devait être Etherat Thyssen. Mais juste avant, Sheila m'a commandé le meurtre de Demavend. Un coup de chance. Plus besoin de la mener en bateau. Il suffisait de remplir ma mission et de porter le coup. Et voilà. Donc là, on a la réponse en fait. Hein. Le mec, en fait, en réalité, depuis le début, était l'avatar de l'Empire de Nilfgaard. Mais en réalité, il a été encore plus malin que Sheila et toutes ces connasses de la loge. Parce qu'en fait, il a essayé de prendre contact avec Sheila pour se mettre sous sa coupe et faire porter à la loge
voilà, tout ce qui s'est passé. Hein. Toutes les accusations sont pointées en direction de la loge et plus de l'Empire. Donc en fait, c'est un agent infiltré qui a foutu le boxon. Ce qu'on appelle vulgairement, je crois, eh bien, un assassinat sous faux drapeau, puisqu'en fait, voilà, il n'était pas avec sa, comment dirais-je, son allégeance d'origine, en quelque part. Donc c'est extrêmement bien joué, et il a foutu un bordel monstre. Et donc Sheila, hein, qui, soit dit en passant, est censée être très maligne, tout comme les Philippa Eilhart et compagnie, là, toute cette bande de greluches, se sont fait berner complètement, parce qu'il avait un côté, il les a manipulés, hein, il se plaignait de l'injustice, etc. Il avait une tête un peu de gros bill, comme on dit. Mais en réalité, il les a tous bien menés en bateau. Comment as-tu su pour la loge ? Comment as-tu su pour la loge ? L'empereur et son maître espion Vattier de Rideau m'ont mis au courant, et eux l'ont appris de Yennefer. Elle a retrouvé la mémoire. Je n'ai pas dit qu'elle avait dénoncé ses collègues délibérément. Je soupçonne plutôt qu'ils ont trouvé un moyen d'atteindre ses souvenirs à son insu. Lors de mon interrogatoire, c'était un mage jeune et fier qui posait les questions. On m'a remis la liste des magiciennes de la loge. Seul l'empereur en personne, Vattier et moi étions présents lors de l'entretien. Eux seuls savaient pour la mission. Ah ouais, donc attendez, c'est plus grave que ça. Hein. Là, Leto, c'est loin d'être un simple, voyez, une simple rouage dans la machine. Hein. Il a l'air d'être avec Vattier de Rideau et l'empereur, hein, donc c'est un truc de malade. Hein. Il avait une place de premier plan, hein, vraiment. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Là, il est en train de nous dire qu'en fait, il discutait avec Vattier de Rideau pour monter le plan, quoi. Donc en gros, c'est un rouage d'une extrême importance, hein, dans tout ça. Donc, il a obtenu donc la liste de la loge des magiciennes. Triss n'en faisait pas partie. Et je sais pas, ça a peut-être donné la raison pour laquelle il a peut-être pas tué à un moment donné, je sais pas. Mais de toute façon, son but, c'était pas de tuer les magiciennes. Hein. C'était de leur faire porter le chapeau à la fin. Comment as-tu tué Demavend ? Comment as-tu réussi à tuer Demavend ? Grâce au sort de Sheila, on connaissait ses mouvements, les habitudes et le comportement des gardes. Tout. Il me suffisait de porter le coup fatal. Sheila n'économisait pas sur les pots de vin et les préparatifs. Les conditions étaient propices, même si ça n'a pas été évident. On a échappé de justesse au battu. Sans les scoia'tael de Iorveth, les projets de Sheila auraient à nouveau échoué. Alors que là, non seulement on a réussi à tuer Demavend, mais en plus, on pouvait préparer les attentats de Foltest et Henselt. Ouais. Ouais, donc il s'est servi de la loge et de toutes les... Parce qu'elle mettait des pots de vin à fond, hein, vraiment Sheila, pour que ça soit possible. Donc au début, j'ai envie de vous dire, bon, faut pas non plus dire, bon, ils se sont fait manipuler, certes, mais c'est le vœu de Sheila et de la loge quand même. Hein. À la base, ils voulaient tuer Demavend, hein, de toute façon. Donc, certes, ils se sont fait totalement manipuler et utiliser pour être le porte-étendard de cette opération, du coup. Mais quand même, la loge voulait tuer Demavend. Donc bon, c'est kiff-kiff, hein, quelque part. Comment savais-tu que Foltest se trouverait dans le cloître ? Parce que bon, Demavend, ça on l'a pas vu, puisque c'était dans la cinématique d'intro. C'est le premier roi qui a été tué, un premier événement. Et puis après, ça, c'est quelque chose qui nous dit quelque chose. Ça, c'est le prologue, où évidemment, on rejoint Foltest dans le cloître, on monte les escaliers avec lui, et finalement... je crois bien qu'il parle à sa gamine et à son fils aussi. Et c'est là où intervient, dans le prologue, notre cher ami Leto. Comment as-tu su que Foltest se rendrait dans la tour privée ? Iorveth et moi avions planifié le meurtre de Foltest. Le roi de Téméria aurait eu affaire au Lavalette tôt ou tard. Il ne s'en cachait pas. J'étais sûr qu'il chercherait à retrouver ces bâtards dans l'histoire. Et... où est-ce qu'on cache les gamins quand le château est assiégé ? Je me suis fait passer pour un moine, mais je ne pouvais pas arriver au monastère et dire que j'avais eu une illumination.
Une patrouille d'Arienne est donc tombée sur une escouade de Scoia'tael qui malmenait un pauvre moine. Les braves hommes l'ont aidé et l'ont mis à l'abri au monastère. Personne n'a rien remarqué du tout. Le moine qui m'a soigné a reçu beaucoup d'orin pour son silence. Ce n'était qu'un prêt car je l'ai tué peu après. Seuls les morts ne dévoilent pas leurs secrets. Donc, tout ce que j'ai eu à faire, c'était de laisser la situation se décanter. Quand je t'ai vu entrer dans la chambre avec Foltest, j'ai cru que j'allais échouer. Mais, par chance, tu n'as pas reconnu ton vieil ami. Ouais, enfin, il a quand même fait beaucoup de bordel, hein, franchement. Il a mis le chaos dans les royaumes du Nord, et maintenant, ça va être une véritable boucherie. Tout ça à cause de lui, hein. Franchement, tout ça à cause de lui. Et d'ailleurs, on en parle aussi de Iorveth, hein. Bon, c'est pour ça que, vous voyez, quand je vous disais que je préférais Roche, quand même, bah, Iorveth, n'oublions pas qu'il a tué Foltest. Alors, dites-vous sincèrement que je suis pas le fervent défenseur de Foltest. Mais du coup, quand vous faites ça, là, on est en train de perdre la guerre, hein. On a perdu les 2 rois déjà. On est dans un chaos innommable, hein. C'est vraiment... on est au bout du bout et il y a l'Empire qui arrive. C'est pas le moment d'être faible, hein. C'est un petit peu comme l'histoire de Bachar el-Assad. Quoi qu'on pense du bonhomme, hein, et on va pas faire de politique ici. Quoi qu'on pense de ce bonhomme, quand vous avez des terroristes à vos portes, faut faire très attention à ce qu'on fait, hein. Et là, on n'a pas fait de politique en disant ça. Et que si vous dézinguez Bachar, ok, bon, c'est un choix politique, service de renseignement, tout ce que vous voulez. Mais après ça, il faudra faire attention à ce que les terroristes qui sont tout proches ne prennent pas la place de Bachar, parce que ça sera encore pire. Donc ça, c'est un vrai problème. Il a foutu un bordel monstre dans les royaumes du Nord. Donc c'est vraiment... Là, pour moi, il est responsable, c'est très très grave ce qu'il a fait. C'est pour ça que, objectivement parlant, je vais vous dire un truc. Dans cette vidéo, avant de la démarrer, je me suis dit, voilà le plan qui va être exécuté. On va, je pense, faire d'abord donc, la discussion, ensuite on va l'affronter, et ensuite on rechargera pour le laisser partir. Mais, je vous le dis, même si, alors dans The Witcher 3, on va perdre une quête, hein, pour ceux qui ont fait The Witcher 3, ils comprendront, il y a une quête spécifique avec Leto si vous le laissez en vie, donc c'est pas rien. Mais j'ai pas envie de faire un let's play tout le temps sur des non-conséquences. Vous voyez, faire des choses qui ne servent à rien, comme par exemple la boîte de roche qu'on a faite pour le fun, hein, pour le plaisir, mais quand même, vous voyez. Donc, je vais prendre une décision maintenant qui va nous enlever une quête dans The Witcher 3. Donc, vous l'aurez compris, vous comprenez ce qui va arriver. C'est que là, je trouve quand même, vous voyez, en relisant les phrases, en essayant d'interpréter Geralt le mieux possible, je trouve que ça, on peut pas y laisser passer. Avec tout ce qu'il a fait, on peut pas y laisser passer. Vous voyez, je veux bien faire tout ce que vous voulez, lui pardonner, machin, mais je ne ressens pas le pardon qui arrive là, vous voyez. C'est pas ce que je ressens. Avec tout ce qu'il a fait, vous vous rendez compte, tout ce qu'il a fait, toutes les manigances qu'il a faites, alors c'était un espion, comme tout espion, il fait son travail, ok. Mais moi, franchement, je vis, Geralt, il vit dans les royaumes du Nord, hein, globalement. Vous allez voir ce qui va nous arriver sur la gueule, franchement, juste parce qu'il a fait ça, quoi, vous voyez. Toutes ces personnes qu'il a tuées. Enfin, c'est incroyable quand même, hein. Pourquoi as-tu voulu t'approprier l'unité de Iorveth ? Quand as-tu décidé de te débarrasser de Iorveth ? Quand je me suis rendu compte que je ne pourrais pas le manipuler. Il était trop perspicace et dangereux. À chaque instant, il pouvait découvrir mon jeu. C'était une erreur. Tant que les Scoia'tael te protégeaient, tu étais intouchable. En même temps, je ne pouvais rien faire. Si seulement j'avais achevé Kiran. Mais tu ne l'as pas fait. Ce qui m'a permis de te mettre en conflit avec Iorveth et t'obliger à fuir. Rappelle-toi que je t'ai épargné alors que j'aurais pu te tuer. Je m'en rappelle. Je pense que tu as fait une grave erreur. Parce que c'est vrai que Iorveth, bon... Iorveth, c'est un personnage ambigu, de toute façon. On peut lui trouver des qualités, mais il est beaucoup plus ambigu que Roche, hein. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, hein. C'est pour ça que je suis parti sur autre chose, mais... Voilà, il est beaucoup plus ambigu que Roche, hein, sincèrement. Iorveth, il est beaucoup plus borderline. Il a quand même aidé à tuer Foltest. Alors, on peut dire que Foltest, voilà, il a couché avec sa sœur, tout ce que vous voulez, mais bon... C'est vrai que Foltest, on avait ce côté bon bougre, il n'avait pas l'air trop désagréable. On peut penser que ce roi-là ne méritait pas d'exister et de rester en place.
Cela dit, il maintenait, comme tout roi aussi, un semblant d'équilibre. Hein. Alors, là c'est toujours comme ça avec The Witcher, quel est le moindre mal? Est-ce que c'était de laisser Foltest en vie, ou de l'abattre pour qu'il y ait un chaos innommable? Et regardez tout autour de nous là, tout ce sang qui est versé. Vous voyez? Ça démarre aussi parce que sans doute il y a eu 2 rois qui ont été assassinés. Hein. Voilà, c'est ça le moindre mal? Non, c'est pas ça. Allez, c'est pas ça. Donc pour moi, ça, c'est vraiment pas le moindre mal. Le moindre mal aurait été que Foltest reste en vie, même si on peut lui reprocher pas mal de choses. Hein. Donc franchement, l'inceste, etc. Il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, quand on couche avec sa sœur, c'est de l'inceste ou pas? Je sais plus, effectivement. Si, c'est quand même de l'inceste. Hein, voilà. L'inceste, c'est quoi? C'est quand on couche avec ses parents ou un membre de sa famille? Bref, vous m'avez compris, c'est sa sœur. Donc voilà. Sheila te cherchait à Flotsam. C'est toi que Sheila cherchait à Flotsam. Exactement. Elle voulait m'éliminer. Toujours certaine d'avoir la situation en main. Je parie qu'elle pensait que j'avais perdu la tête ou que Yorvet me manipulait. Et pendant ce temps, le Nord sombrait davantage dans le chaos. Exactement. Tu étais mon plus gros problème. J'aurais pu te tuer dans les ruines elfiques, mais en vérité, tu n'as jamais été mon ennemi. Ouais. Mais le problème, tu vois, là où il a fait une grave erreur, c'est que moi, en fait, je côtoie ce monde de manière honnête. C'est-à-dire qu'en fait, habituellement, je ne me mêle pas des intrigues, finalement, des hommes, etc. Mais il y a quand même un homme que j'ai affronté, et qui n'était pas un monstre, ou alors qui en était un, mais de manière symbolique. C'est ça le plus intéressant. Je me suis occupé de Jacques d'Aldersberg, alias Alvin, selon moi, et c'était un homme. C'était un homme, c'était pas un monstre, ou alors c'était un monstre symboliquement. Je pense que Leto est dans la même catégorie. Je le pense, après tout ce qu'il a fait. Voilà. Donc il a beau dire que je n'étais pas sa cible, personnellement, ça ne fait aucune différence. Il se trouve qu'on en est là, et qu'on va, à mon avis, s'affronter. Tu as échoué avec Henselt. Vous n'avez pas réussi à avoir Henselt. La malédiction de Sabrina a tout foutu en l'air. D'abord, nous étions coincés dans une cachette perdue dans les gorges. Ensuite, Sheila a débarqué. Elle surveillait Henselt comme la prunelle de ses yeux. Et sa mort n'était plus indispensable. C'est alors qu'est venu le deuxième coup de chance. J'ai été mis au courant pour le sommet et la tentative de restauration du Conseil et du Conclave. Le moment idéal pour notre grand final. Voilà, et donc ce qui explique pourquoi avec Shillard, il arrive, faisant mine d'être prisonnier, et révélant à tout le monde que la loge des magiciennes était en cours et avait effectivement fait tout ça. En plus, en disant 95% de vérité, puisqu'il a effectivement été au service de la loge. C'est un truc de malade. Donc il vient foutre le bordel, et tout ça là, sa décision à lui là, c'est ce qui fait que du coup, notre ami, le fou furieux là, comment il s'appelle, je me rappelle plus de son nom, le roi, le fils du roi Vizimir, j'ai perdu son nom. Du coup, il pète un câble, il fait abattre toutes les magiciennes. Leto est la source de tout ça. Voilà, Leto a foutu un bordel absolument incroyable. Donc c'est vraiment... Ce mec est dangereux, il faut absolument l'arrêter. Il faut absolument l'arrêter. C'est ça le moindre mal. Il va nous faire croire que c'est ça le moindre mal. Mais c'est honteux, c'est honteux. Yennefer et la chasse sauvage. C'est notre dernière phrase. Ah d'accord, donc en fait... Ah ouais, donc ça fait revenir à tout ça. D'accord, donc on a tout fait. Voilà, on a tout fait. Quelle était On a tout fait, mesdames et messieurs. Donc il est temps d'en finir maintenant. Trêve de bavardage. On va se battre. Il reste encore un peu de vodka. Une gorgée. Tiens. Les armées impériales doivent être en train de franchir la Yaruga. Le nord est fini.
Il est temps de partir au sud où m'attend une bonne vie. Tu es un imbécile, Leto. Toi et ton empereur oubliez une chose. Les mésaventures rapprochent les peuples. Sous peu, le Nord va s'unir comme jamais auparavant, grâce à vous. Mais ce n'est plus mon problème désormais. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne l'ai jamais été. Si tu me laisses partir, je partirai. Et on ne se reverra plus jamais. Si tu me pousses au combat, cette fois, je te tuerai. Alors évidemment, moi franchement là, vous voyez, il y a mon côté optimisateur qui me dit reprends ta route pour que je puisse avoir une quête dans The Witcher 3, mais il faut quand même parfois savoir sacrifier certaines choses, je crois bien, pour finir en beauté. Vous voyez, déjà finir par un beau combat, et aussi, excusez-moi, pour assumer les choix aussi qu'on fait. Parce que là, en plus, je peux même pas dire que de manière RP, je veux qu'il s'en aille. Vous voyez, donc je peux même pas recharger derrière, vous montrer le combat de manière hors RP, puis recharger et le laisser partir, même pas. Parce que je veux pas le laisser partir, même RP. Vous voyez, donc en fait, on a un gros problème. Donc bah, vous regarderez, si le jour où on fait The Witcher 3, vous regarderez cette quête de Leto sur Internet. C'est la seule chose qu'on fera pas. Parce que, voilà... Je considère que là, je peux pas laisser passer ça. Il a foutu un bordel monstre dans le nord, là où on habitait. Il nous a tous mis en grand danger. Je peux pas laisser passer ça. Franchement, battons-nous. Battons-nous. Prêt? On ne saurait l'être plus. Tu crains? Voilà, alors le truc là, c'est qu'on va devoir recharger puisque tous les éléments sont passés de délai. Donc, on doit refaire très très vite tout ça. Ouais, comme... Solstice d'hiver. Allez, on passe tout ça évidemment. Hein. Dans... Je t'ai... Elle fit... Et après... On est... J'en ai... On l'a dit. Les... C'est... Et Je ne les a... ainsi... Comme... Je... Le... Tous... Tu sais... Les... Comme... Donc... Voilà, je sais pas si ça fait franchement une différence de mettre les dialogues, hein, mais quand même, je préfère, on sait jamais. Si dans The Witcher 3 on reprend la sauvegarde, je veux bien avoir toutes les informations, vous voyez ce que je veux dire. Donc je préfère faire ça. Une perte. Le mot... Ce... Dont... Mais tu... Je... On a presque fini là, voilà. Et voilà. Mais... Battons-nous. Prêt? On ne... Tu crains la mort? Allez, c'est parti mesdames et messieurs pour le combat final. Il est temps d'affronter Leto de Goleta. C'est parti. Tu mords pas mal. Je sais. Alors on fait combien de dégâts là? Alors dites-vous quand même que là déjà il a une très très lourde protection. On fait 153 points de dégâts. C'est pas mal quand même. Bavardage qui me fatigue. Attention quand même. Allez, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Je ne veux pas te tuer. Moi si. Tu n'arrives pas à la cheville. Non. Je ne suis pas un tueur de roi. Bon, fini de jouer. Fin du game.
Désolé Leto, mais je ne pouvais pas faire différemment. Je pouvais pas te laisser partir. Alors, est-ce que c'est Philippa Eilhart, ça? On sait qu'elle est polymorphe. Elle se transforme en chouette. Peut-être en coccinelle, je ne sais pas. Le sorceleur avait voyagé par monts et par vaux en quête des tueurs de rois. En chemin, il avait côtoyé les justes et les vils. Parmi ces derniers figurait Bernard Loredo. Loredo vendit Flotsam à Kaedwen et dispersa les non-humains locaux aux 4 vents. Flotsam devint une base militaire et sa population civile fut déportée. En Edirne, le sorceleur assista à la grande victoire de Saskia, la tueuse de dragons. La vallée du Pontar, État indépendant bâti sur les ruines du Haut-Edirne, devint la terre promise de ceux qui osaient rêver de liberté. Même Zoltan Chivet se prit à croire en cette terre de félicité. Or, des temps obscurs s'annonçaient pour les idéalistes et architectes de ce nouvel ordre. Des nuages noirs recouvraient Temeria depuis la mort de Foltest. Privés de roi, ces terres étaient comme une étoffe précieuse que s'arrachaient les nobles. Cependant, les petits charognards s'enfuirent lorsque les grands prédateurs vinrent se disputer la proie. Le sommet de Lochmuin scella le destin du royaume de Foltest, qui échut à Radovid de Redania et à Henselt de Kaedwen. La tempête qui s'abattit sur le nord était au moins en partie l'œuvre de mages manipulateurs. La tourmente qui s'abattait sur Temeria, Edirne et Kaedwen leur profitait le plus. Le peuple se dressa contre les magiciennes et les monstres de la magie, sorceleurs inclus. Les châteaux qui avaient jusqu'alors accueilli les virtuoses des arts magiques fermèrent leurs portes à ceux qui cherchaient refuge. S'ensuivit une chasse aux sorcières. C'était une époque d'incertitude, de dévastation perpétrée par décret royal. Pourtant, aussi troubles que furent ces jours, nous qui avions changé le destin du monde, nous eûmes enfin un répit. Zoltan repartit à la conquête de sa bien-aimée et votre serviteur se reposa auprès des murs. Qui eût cru que la tempête qui avait ravagé le Nord n'était que le signe avant-coureur de jours plus noirs, le préambule d'une nouvelle aventure pour Gérald de Rive. The Witcher 3. Et voilà, mesdames et messieurs, on a terminé The Witcher 2. Alors, on va procéder comme d'habitude, comme on a le temps en plus surtout, à une petite review. Alors, je vais poser la manette, parce que là, c'est bon, là, j'ai fini de jouer à The Witcher 2. Donc c'est du lourd. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce The Witcher 2? Alors déjà, moi je trouve que ce jeu, je vais commencer par ça, parce que c'est ce qui me vient le plus vite. Ce jeu, c'est un jeu magnifiquement écrit en termes d'opposition. Peut-être même plus que The Witcher 3. The Witcher 3, de toute façon, il est bon sur tous les points, donc on va même pas y revenir, on l'a pas encore fait. Mais je trouve que là, il y a un soin particulier qui est fait à l'écriture des forces en présence, et puis surtout
écrire aussi l'autre côté, vous voyez, donc dans l'acte 2, c'est un truc de fou. Donc ça crée des enjeux d'une profondeur et qui se répondent d'une façon folle, déjà. Ça c'est le plus gros coup de génie de The Witcher 2, c'est ça. Là où The Witcher 3 est plus traditionnel, même s'il y a des enjeux à certains moments, il y a des points de pivot aussi dans The Witcher 3, mais The Witcher 2, il y a vraiment, je trouve, des faits peut-être, on va dire, des jeux de pouvoir peut-être plus marquants. Mais de toute façon, The Witcher 3, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, parce qu'on va pas révéler l'intrigue, mais on a d'autres choses auxquelles penser, vous voyez. Donc ça devient, vous voyez, plus en second plan dans The Witcher 3. Alors que The Witcher 2, ça le fait magnifiquement. C'est que des jeux de pouvoir, mais ça reste super intéressant. Alors au niveau des graphismes, bah là, franchement, on arrive à une époque où c'était déjà très très lourd, 2011. Franchement, j'ai rien à reprocher. Sur certains points, il est même plus beau que The Witcher 3, fatalement, puisque The Witcher 3, rappelons quand même que c'est un monde ouvert, donc il peut pas se permettre d'être aussi beau que certaines phases de The Witcher 2, hein, c'est évident. Mais ça reste, franchement, pour un monde ouvert, ça reste quand même d'un level cosmique, hein, de toute façon. Et puis sur certains points, il est quand même plus fin, même si The Witcher 2, dans tous les cas, sera toujours plus travaillé, parce qu'il a moins à gérer au centimètre carré, hein, c'est logique. Donc graphiquement, c'est peut-être même plus beau que The Witcher 3 sur certains points. Voilà. Par exemple, il y a des points, par exemple la lumière, peut-être que dans The Witcher 3, c'est peut-être un petit peu moins bien rendu. Je sais que The Witcher 2 mis au max, vous avez des rendus de malade, hein, vraiment. Idem pour les graphismes. Après, la qualité des textures, faudrait que je revoie, mais je crois aussi pareil que c'est bien meilleur dans The Witcher 2, fatalement, parce qu'ils sont obligés dans The Witcher 3 de faire ça au rabais, pour tout gérer, hein, c'est obligé. Donc, non, The Witcher 2 est un petit peu au-dessus. Quoi d'autre? Donc le scénario, on l'a un petit peu évoqué. J'ai trouvé... Franchement, là, globalement, je vais pas vous dire que le scénario est mieux que The Witcher 3, c'est faux. J'ai bien parlé des enjeux politiques. On peut dire aussi que, puisqu'on parle de scénario, je trouve que l'acte 3 est un petit peu bâclé. C'est-à-dire que tout le monde a ressenti ça quand il a fait le jeu. On a deux actes qui sont bien garnis, le premier et le deuxième, et le prologue. Même le prologue, il est bien garni, hein, je peux vous dire, pour un prologue. Mais l'acte 3, franchement, il fait un petit peu vite torché, vous voyez. Je pense que ça, c'est la faute à cette duplication de l'acte 2 qui fait qu'ils ont peut-être pas eu le temps de garnir aussi bien qu'ils l'auraient voulu l'acte 3. La NNC Edition corrige légèrement ça, en rajoutant une quête, hein, la fameuse quête notamment avec Cynthia pour la voix de Yorvet et d'autres gars pour la voix de Roche. Mais bon, c'est qu'une quête finalement, hein, c'est pas non plus, ça va pas vous sauver l'acte 3 complètement. C'est dans son architecture que l'acte 3 est trop court en fait. En termes de jouabilité, bah là on a un système de jeu qui... Alors pour le côté arbre de compétences, moi, ne me pose pas de soucis, je trouve qu'il est plutôt bien fait. Par contre c'est vrai que les potions, putain, quand vous voyez ce qu'ils ont fait dans The Witcher 3, vous vous dites que c'est vrai que c'est un petit peu au rabais, hein, même par rapport à The Witcher 1. Dans The Witcher 1, c'était un petit peu plus abouti, je trouve. The Witcher 2, là, pareil, hein, ils l'ont dit d'ailleurs dans une interview qu'ils n'avaient pas eu trop le temps de faire ce qu'ils voulaient, notamment pour les potions, ils auraient voulu faire ça mieux que ça. Là, c'est qu'un nombre de potions, vous voyez. Donc évidemment que c'est bien mieux abouti dans The Witcher 3. Je fais beaucoup de comparaisons entre les deux, hein, mais c'est vrai que je suis obligé un petit peu, hein, quelque part, pour voir ce qui a été amélioré ensuite et ce qui ne l'a pas été. Mais le système de jeu reste quand même assez sympa, même si on a vu qu'il y a certaines phases où on s'est un petit peu énervé, hein, en termes de gameplay. C'est vrai, hein, non mais c'est vrai. Il y a certaines phases comme les réapparitions où vous faites directement toucher. Et puis tous les moments où je me suis énervé, il suffit de regarder ce let's play quand même pour voir qu'il y a quand même certaines phases qui ont été agaçantes pour moi. Hein. Et peut-être même plus que The Witcher 1, ce qui est quand même fou en fait. Hein. C'est vrai, hein, je me suis beaucoup plus énervé dans The Witcher 2 que dans The Witcher 1. Donc, comprendra qui pourra. Vous prenez tous les éléments où je me suis un petit peu énervé, il y a toujours une bonne raison. Les réapparitions où on se fait one-shot, etc. Les quêtes, pareil, où c'est des choix, si vous ne l'avez pas fait avant, vous ne pouvez pas le savoir. Hein, encore un choix. Ça n'existe pas dans The Witcher 3. Hein. S'il y a un élément à un moment donné, je crois qu'il y a un camp que vous devez délivrer, et si vous ne le faites pas avant de faire quelque chose d'autre,
c'est plus valable. Mais c'est un élément dans le jeu, vous voyez. Là, c'est quand même à plusieurs reprises qu'on a eu ça. Et le jeu est beaucoup plus court, quelque part, hein, quand même. Il y a beaucoup moins de choses à faire. Donc, au ratio, c'est pas normal, vous voyez. Au ratio, ce n'est pas normal. Donc voilà quelques problèmes. Maintenant, quand j'ai dit que c'était un jeu de merde, j'étais un petit peu de mauvaise foi. C'est un jeu qui est excellent. Maintenant, il y a quelques défauts agaçants, hein, ça n'empêche pas, c'est comme toujours voilà, on peut aimer des choses et détester certaines autres, hein, ce n'est pas incompatible. Hein. Donc voilà, moi j'ai quand même trouvé que ce jeu, globalement, est excellent, hein, franchement il est excellent, mais il est pas sans défaut. Je peux vous dire que je pourrais refaire le même jeu et j'enlève ces défauts-là, ce serait un meilleur jeu, hein, c'est ce qu'on peut dire. Donc c'est quand même notable. En termes sonores, c'est un truc de malade. Le thème de la bataille du dragon, qui est aussi le thème de la bataille contre l'assaut contre Vergen, hein, quand les mecs ils arrivent sur vous. Le thème de l'assassin des rois, qui est mythique, qui est incroyablement puissant. Tous ces dérivés aussi, avec les voix un peu lancinantes là, qui sont magnifiques. L'OST de ce jeu est absolument incroyable. Et je vais même aller plus loin. Sur certains aspects, je préfère l'OST de The Witcher 2 que celle de The Witcher 3. Celle du 3, alors, je vais pas me faire comprendre si je dis ça. Celle du 3 est excellente et il y a beaucoup de thèmes absolument incroyables. Il y a le thème quand vous affrontez le premier soldat de la chasse sauvage. Hein, je vais pas trop spoiler, mais voilà, qui est incroyable, qui me fait kiffer à chaque fois. Et c'est en partie pour ça que ce combat-là, c'est un duel, et en plus, il y a cette musique-là, et j'adore, je kiffe, hein, on le fera peut-être un jour. Il y a le thème de Skellige, d'un des thèmes de bataille, notamment. Hein, ceux qui connaissent le jeu comprendront. Hein, un des deux thèmes de bataille de Skellige, qui est absolument incroyable. Il y a le thème... Vous voyez, il y a plein de bons thèmes dans The Witcher 3, c'est pas ce que j'ai dit, mais... L'OST de The Witcher 2 me touche peut-être plus en profondeur. Vous voyez, donc elle est encore mieux que ça, voilà. Donc je la relègue à un niveau encore supérieur. Mais elles sont très proches, hein. Les OST sont excellentes les deux. Même celui du premier opus. Franchement, dans cette saga du sorceleur de The Witcher, de 1 à 3, toutes les OST sont magnifiques. Il n'y a pas un faux pas, voilà. Après, si je dois mettre un ordre, pour moi, c'est The Witcher 2 en premier, peut-être The Witcher 3 et The Witcher 1, mais ça veut pas dire que The Witcher 1 c'est loin derrière, oui, enfin c'est vraiment, les trois sont exceptionnels, de toute façon, franchement je vous dis. Non, parce que The Witcher 2, il y a ce petit côté, ces voix là, qui vous prennent aux tripes, vous voyez, qui sont lancinantes et qui sont mélancoliques, et ça me fait de l'effet, vous voyez, ça me fait de l'effet, je trouve qu'il y a vraiment un désarroi dans The Witcher 2, que vous ressentez. C'est pas pareil que The Witcher 1 où il y a des notes plus fraîches. Hein. Il y a un côté médiéval plus frais il y a peut-être un clairon même. Vous savez, ce côté clairon, je sais pas si c'est le bon terme, le bon instrument, mais notamment quand il y a la bataille de Kermoren dans le 1, au prologue hein, notamment. Ce côté clairon, vous savez, dans la mélodie, ça fait plus médiéval, vous voyez, médiéval et frais. The Witcher 2, c'est plus mélancolique et sombre. Et The Witcher 3, c'est plus épique. Hein. On est d'accord, je pense, pour cette répartition-là. Donc c'est assez intéressant comme ils ont fait ça. Mais c'est vrai que The Witcher 2, c'est l'épisode le plus sombre. Hein. Moi, je considère, hein, personnellement. The Witcher 3, c'est l'épisode le plus dynamique et le plus épique. Hein. Je pense que c'est vraiment ça qui reste. Quand vous êtes à Skellige, cette mélopée de bataille, ou quand vous battez le boss final, ou quand vous voyez... Enfin, il y a plein d'endroits qui fait que c'est le dernier arc, et donc du coup, c'est le côté épique qui l'emporte. Donc c'est du lourd. Donc niveau musical, c'est un truc de malade. Hein. Il y a plein de thèmes cultes, hein. Je les ai même pas tous cités, mais voilà. Sinon, il y a quoi ? Il y a aussi le thème de la chasse sauvage aussi, hein, que j'ai oublié. Sinon, on n'a pas parlé de quoi ? Au niveau de la durée de vie, alors la durée de vie, dites-vous que en termes de durée de vie pure, si vous faites le jeu qu'une seule fois, c'est même plus court que The Witcher 1, c'est même plus court que, bien évidemment, The Witcher 3. Maintenant, si vous faites le jeu 2 fois, ce que je considère être nécessaire, là,
on est peut-être au niveau de The Witcher 1 quand même. Hein. Alors évidemment avec la faiblesse que vous refaites quand même un acte 1 qui est très similaire hein, quand même globalement. Donc du coup, le gain pur doit être à peu près équivalent à The Witcher 1, peut-être un petit peu moins, je sais pas, faudrait revoir, mais voilà. Je considère que ça reste correct. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la durée de vie, c'est peut-être l'opus qui est peut-être le plus fragile. Hein, parce qu'il suffit que vous fassiez le jeu qu'une fois, vous avez un acte 1, un acte 2 et un acte 3 très court. C'est un petit peu light. Hein, donc c'est vrai que, ouais, ils ont sacrifié ça. Si vous ne faites pas le jeu 2 fois, vous perdez l'avantage que les développeurs ont eu à vous faire un acte 2 dédoublé quelque part. Et même d'ailleurs un acte 3 qui a aussi pas mal de choses nouvelles, hein, globalement. Il y a aussi une quête inédite hein, qu'on n'aura jamais faite hein, finalement. Et donc c'est quand même important. Donc sinon, qu'est-ce qu'on a oublié encore? La durée de vie, donc voilà. Difficulté, alors la difficulté, bah, toujours est-il que... Voilà, c'est toujours pareil, si vous prenez le mode de difficulté le plus élevé, Ténèbres, je peux vous assurer que c'est assez compliqué. Mais je vais vous dire une chose, moi, la première fois que j'ai tâté de ce jeu, quand j'ai fait le prologue, j'ai halluciné de la difficulté. Même en mode normal. J'ai halluciné de la difficulté. Pourquoi? Parce que je n'utilisais pas Ken. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous voulez jouer un petit peu, pas forcément avec Ken, ce jeu quand même, même en mode normal, doit être assez dur quand même, hein, franchement. Hein. Je vous le dis. Alors peut-être qu'on peut s'entendre en disant, bah ouais, mais Balthazar, ce jeu est fait pour être joué avec Ken. Oui et non. Moi, je n'en serais pas si sûr. Hein. Effectivement, c'est un gros élément de gameplay, tout le monde sait que c'est cheaté. Mais enfin bon, quand même, c'est pas censé, vous voyez, enfin... C'est vrai que vous l'avez dès le début du jeu, hein, vous voyez, c'est un élément intégré à la palette du sorceleur. Donc quelque part, on doit considérer quand même que ça fait partie même des éléments de base. Vous n'avez même pas à investir pour ça, pour Ken. Hein. Donc bon, je me dis effectivement, ça a du sens. Hein. Ça a du sens, ça doit faire partie quand même de ça. Parce que sinon, je vous assure que le jeu est extrêmement difficile. Avec ça... il reste quand même un bon challenge, parce que souvent vous faites virer Ken et vous pouvez vous faire double shoot dans la foulée. Donc franchement ça reste quand même assez dur. Je me rappelle dans l'acte 1, il y a certains moments quand même on faisait très très attention. Hein. Et ce genre d'attention ça ressemble fortement aux jeux comme Dark Souls, où vous êtes très fortement aux aguets. Donc ça pour moi c'est la définition d'un jeu qui est quand même assez compliqué à aborder. Donc difficulté quand même assez coriace, hein, assez balèze. Faut quand même faire attention. Puis bon, nous on l'a fait en mode ténèbres, hein, donc j'ai presque envie de vous dire, c'est ce que je vous avais déjà dit, quand vous maîtrisez le mode normal et que vous passez au mode ténèbres, il y a moins de différence que quand vous faites la première fois le mode normal quelque part, sans avoir aucun réflexe de rien du tout. Vous connaissez pas les bonnes valeurs, hein, quelque part. Donc je dirais quand même que c'est un jeu assez complexe, hein, enfin assez balèze quand même, assez difficile à prendre en main. Maintenant, c'est sûr qu'il y aura toujours, moi je voyais sur le forum de The Witcher 2 notamment, il y a toujours des connards pour vous dire oui mais ce jeu est très 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 simple. Oui bah, si on considère que tu maîtrises parfaitement l'utilisation de Ken, que tu te recules avec une roulade et que tu sais très très bien gérer les roulades, effectivement ça sera simple. Ouais mais on peut dire ça avec tous les jeux. Moi je peux vous dire que Dark Souls c'est très facile. Vous voyez, comme je le maîtrise maintenant, c'est un jeu extrêmement facile. Bah oui, mais... On dit jamais ça par rapport, vous voyez, à notre maîtrise une fois gagnée. Vous voyez, c'est à la base que c'est difficile, c'est pas après. Hein, parce que sinon on peut dire ça pour tous les jeux, hein, sincèrement. Je peux vous dire que Fire Emblem est un jeu très simple, voilà. Enfin, on peut faire ça avec tous les jeux, hein, sincèrement. Donc non, quand même, c'est un jeu assez balèze quand vous le faites pour la première fois. Même en mode normal. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour de tous les éléments? Je crois bien. La durée de vie, la difficulté, les musiques, le gameplay, les graphismes. Eh bien écoutez, je pense que l'ambiance, j'en ai déjà un petit peu parlé. Hein. Il y a cette connotation un peu sombre, triste, mélancolique. C'est des oppositions qui souvent sont figées. Vous voyez, c'est la pesanteur, hein, le brouillard dans l'acte 2. Dans l'acte 1, cette forêt qui finalement... c'est une forêt mélancolique. Hein, c'est quand même cette espèce de truc avec boisé, vous voyez, des elfes d'un côté qui sont assez tristes quelque part. Je trouve que c'est assez sombre. Et puis les humains de l'autre dans une ville un petit peu... qui respire pas non plus la joie de vivre. Vous voyez, enfin, il y a un côté quand même dans ce jeu. On parle même pas de l'acte 3,
où quand même ça se finit par un massacre, voilà. Donc c'est quand même du down, hein. Il y a un côté dans ce jeu qui est assez, mais très très bien retranscrit, hein. Tout ça pour dire que c'est extrêmement bien connoté pour le coup. Tous les actes racontent quelque chose, donc c'est absolument incroyable en termes d'ambiance. Non, franchement, c'est quand même un jeu exceptionnel de ce point de vue-là. C'est pour ça que je vous recommande de le faire. En vertu de quoi, quand même, il y a quelques défauts, hein, faut pas se le cacher. Mais est-ce que ces défauts-là annihilent complètement les qualités? Non. Vous voyez, enfin, les qualités restent quand même très fortement. Ça reste efficace. On kiffe, on build. Voilà, hein, c'est quand même pas mal. Voilà, mes amis, je crois qu'on en a terminé avec tout ça. Donc, on va s'arrêter là. Hein. Donc, on va peut-être arrêter, parce que je crois que ça dure un peu trop là, donc on va arrêter. On peut pas arrêter le... What the fuck? On ne peut pas arrêter le truc, hein, apparemment, donc écoutez. Ah voilà, hein, j'aurais été ravi de vous proposer cette petite saga. Alors, quid maintenant de The Witcher 3 hein? Quid de The Witcher 3? Alors, quelle est ma situation mentale actuelle? Pour l'instant, déjà, on va faire Divinity Original Sin. C'est ma priorité. Vous avez vu que maintenant, je reste plus facilement sur un jeu uniquement. Vous voyez que là, par exemple, j'aurais pu faire alterner, comme j'avais dit. Alterner entre Original Sin et The Witcher 2, ça n'a pas été le cas. Je voulais me concentrer sur un seul jeu. Donc, ça semble être ma faveur. Hein. Bah, restons sur ça. Donc, c'est vrai que je crois qu'on va un petit peu se focaliser sur Original Sin. Et après, on va commencer un nouveau jeu, évidemment. Et là, je prendrai ma décision. Mais je vous avoue franchement que pour l'instant, c'est pas ce qui est prioritaire, pour le moment. Hein. Parce que il y a d'autres jeux que je peux vouloir faire avant, même si ça reste sur ma liste secrète, hein, je vous avoue. The Witcher 3, j'ai envie de vous dire, je suis presque sûr qu'on le fera. Hein. Donc ça vous donne déjà un indice. Mais je suis pas sûr qu'on le fasse après Original Sin. Vous voyez ce que je veux dire? On le fera, mais pas après Original Sin. Peut-être qu'avant on fera quelque chose d'autre, voyez. Hein. Pourquoi? Parce que là je repeaufine un petit peu The Witcher 3 sur une phase notamment que j'avais pas très bien faite, notamment au niveau des DLC. Donc je fais ça encore actuellement. Et là, comme je vais avoir fini The Witcher 2, je pourrais reprendre comme ça et je pourrais prendre vraiment les bons réflexes. Vous voyez, parce qu'après vous transposez, hein, comme c'est un peu le même personnage, vous transposez les réflexes manette, comme je vous avais expliqué. Donc du coup, voilà. Ça fait un petit peu... comment dirais-je? Ça parasite un petit peu les réflexes. Donc là, comme je vais refaire un petit peu The Witcher 3 de mon côté, je ne veux pas en refaire pendant longtemps, vous voyez? Mais pendant longtemps, ça peut être un an, voilà, ça peut pas être non plus 10 ans. Hein. Mais voilà, donc c'est peut-être pas, voilà, on fera peut-être pas juste après Original Sin, c'est juste ce que je vous dis, mais ça peut revenir juste après la saga qui sera après Original Sin. On fera un truc, peut-être par exemple Dark Souls, Tyranny, il y a plein de choix, hein, il y a pas mal de choix, donc je ferai peut-être un, comment dirais-je, je demanderai peut-être à un moment donné sur une vidéo qu'est-ce que vous voulez voir sur la prochaine série de vidéos, sachant que de toute façon je fais toujours un petit peu comme je veux, donc il est possible que même ce que vous me disiez comme vidéo, moi je vais prendre autre chose, mais en tout cas je verrai la saga qui a le plus d'attente, parce que finalement de Dark Souls, Tyranny ou The Witcher 3, les trois j'ai envie de les faire, vous voyez, donc j'ai envie de vous dire peu importe lequel je fais, les trois j'ai envie de les faire. Donc après, je peux voir un petit peu lequel vous avez le plus envie de voir quelque part. Vous voyez, peut-être que je ferai ça, peut-être que je prendrai ma décision seule. Vous voyez, enfin on verra. De toute façon, dites-vous que c'est dans les cartons, mais que je n'ai pas encore pris de décision sur quand exactement je commencerai tout ça. Donc à voir, voilà. Et donc moi je donne rendez-vous pour de prochaines aventures, alors comme vous l'avez compris avec Original Sin, et moi je vous dis à plus.